Lorsque nous nous sommes réunis à Copenhague, il y a eu 2 sommets. Il y avait l'impression qui se dégageait, c'était qu'il y avait le sommet des Africains qui demandent l'aumône d'un côté, et si vous vous souvenez, pour un moment, le G7 se réunissait à Mexico. Et personne n'avait pris le temps de suivre ce qu'on réclamait à Copenhague. Donc c'est pour ça que ça nous amène aujourd'hui à 50 pages. C'est comme si on commençait la négociation. Ce que moi je dis non, cette négociation a commencé depuis Rio 92. Nous sommes en train de dire la terre est en train de brûler. Nous devons faire ceci et c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, la France a le mérite, et je félicite les autorités françaises d'avoir réuni ici 150 chefs d'État et de gouvernement. Je crois qu'il y a eu, c'est le point de départ d'une prise de conscience collective. C'est pour ça qu'il y a eu tant de délégations. Et pourquoi ça traîne? Ça traîne justement parce que, moi, je voudrais vous le dire, je ne voudrais pas que ça soit, je donne mon point de vue, j'ai comme l'impression qu'on dit, ceux qui pleurent, ils doivent mourir pendant que nous on se développe. Donc on a un côté ceux qui refusent d'arrêter les émissions de gaz à effet de serre et nous qui disons regardez les efforts que nous faisons. Je peux vous dire, j'ai été de toutes les négociations et lorsque je me rends compte que les pays du bassin du Congo ont dû arrêter l'exportation de bois de type industriel pour se lancer dans la conservation. Et lorsqu'on sait très bien que cette exploitation de type industriel leur donnait de l'argent dans les différents budgets et que ce sont ces budgets qui permettent à ces pays de construire leur pays, vous pouvez quand même savoir que cet effort mérite les fonds de contrepartie. Donc j'ai comme l'impression, à mon sens, ayant assisté à plusieurs négociations, que c'est toujours la même chose. Lorsque on regarde, on dit bon, vous voulez voir, bon, oui, vraiment, donnez-nous les fonds. Et les gens croient que nous devons faire de le monde alors que c'est de la réalité. Et des autres, eux, ils savent qu'ils doivent se développer, qu'ils doivent continuer à produire, ils ne veulent pas aller. Mais tous nos députés sont des députés de différents pays et ce sont ces pays qui demain vont ratifier l'accord s'il y a un accord signé. Donc je crois qu'on a un rôle très important. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Nous devons être au début et à la fin de l'accord. Nous devons comprendre les on-dits et les non-dits de l'accord pour nous permettre demain de ratifier. Et comme je l'ai dit, il faut éviter que cet accord ne soit ratifié que par les pays africains et que les autres. Si vous avez une bonne mémoire, je peux vous rappeler qu'il y a certains pays qui jusqu'à présent n'ont jamais ratifié Kyoto. Cela ne les empêche pas de critiquer ceux qui l'ont ratifié. Et ce n'est que l'Afrique toujours qui est toujours prêt à ratifier. Donc je crois que le rôle des parlements, notre rôle ici, en tant qu'organe législatif de l'Union africaine, c'est un rôle très important. Parce que c'est nous qui avons donné les conseils de moi, c'est nous qui avons activé nos parlementaires à aller voter l'accord si désormais il y a l'accord trouvé. Nous avons un rôle très important à jouer dans ces négociations. Je vous remercie. 11 ans d'existence. Sur les 11 ans, nous n'avons pas fait du surplace, on a progressé. Le Parlement panafricain s'était d'abord lancé sur les problèmes de démocratisation du continent et nous avons mené plusieurs missions d'observation des élections pour essayer d'améliorer le cadre normatif des différents pays. Nous n'avons pas pour faire le monitoring, mais nous avons pour améliorer le cadre normatif de nos différents États en matière d'élection. Mais nous ne sommes pas arrêtés là, nous nous sommes lancés dans le règlement des conflits. Vous savez que le continent africain, c'est là où il y a plusieurs conflits. Et nous connaissons déjà la source des conflits en Afrique. La source des conflits en Afrique, ce sont les conflits post-électoraux. Vous savez, chaque fois qu'il y a une élection, à la fin, c'est toujours ma victoire a été volée. Et ça perd le temps au continent. Nous serons maintenant dans régler ces mots à la base. Et c'est pour ça qu'au moment où je prends le pouvoir en 2013, en 2014, parce que j'ai été en 2015, excusez-moi, je m'excuse que je parle de 2014 parce que je suis dans le système depuis 2012. J'ai été premier vice-président de 2012 à 2015. Au moment où je prends l'exécutif de ce Parlement, je trouve qu'on a eu du chemin à parcourir. Aujourd'hui, en matière d'environnement, nous avons toute une commission qui est dédiée aux problèmes environnementaux et qui travaille. Et comme je l'ai dit, ce sont les parlements qui viennent avec différentes expériences de leur pays et nous essayons de mettre ça ensemble.
des accaparements des terres à usage industriel. Nous sommes en train de sensibiliser tout le continent, que ce soit Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, sur ce nouveau phénomène. Parce que lorsqu'on voit le niveau d'ensablement qui monte aujourd'hui dans nos États, vous prenez de la Libye au nord du Tchad, en venant au Cameroun qui est une zone forestière où l'armada souffre déjà au Cameroun, on essaie donc de faire des efforts pour sensibiliser les gens à faire des ceintures vertes pour arrêter l'avancement de l'ensablement. La particularité que nous avons au Parlement panafricain, c'est que le choix des députés, il repose sur quoi? Il repose sur le choix du genre. Il faut absolument qu'il y ait au moins 2 femmes par délégation. Il repose sur une moindre mesure, une parité entre opposition et parti au pouvoir. Mais lorsque nous nous retrouvons dedans, nous parlons que des problèmes de l'Afrique. Nous n'arrivons plus à savoir qui est de l'opposition, qui est de... Quand c'est un intérêt continental, nous débattons de l'intérêt du continent. Il y a 265 membres, 54 pays, on va dire en moyenne 50 pays. 270 membres. 270 membres pour 5 pays, 5 membres par pays. 5 membres par pays, très bien. Il y a une parité, sur 5 ça va être difficile, 2 femmes, 3 hommes. Généralement, il faut au moins 2 femmes. Au moins. Au moins. Donc, on peut avoir une délégation. Il faut avoir des délégations de 3 femmes. Dans certains pays, si vous prenez le cas du Rwanda, le Rwanda a une délégation de 3 femmes. Le Cameroun a une délégation de 2 femmes. Généralement, dans chaque délégation, on retrouve au moins 2 femmes. Très bien. Alors ça, c'est une très bonne chose. Et comment sont élus ces députés, ces parlementaires désignés peut-être? Notre mode d'élection est simple. Les parlements nationaux constituent le collège électoral. Nous sommes d'abord, c'est pour ça que je dis que pour ceux, une certaine critique à faire, qui faisait croire que nous n'avons pas de légitimité populaire, j'ai dit non. Je suis d'abord élu député au Cameroun. Ça, c'est le point de départ. Nous sommes d'abord des élus des parlements nationaux. Et à l'intérieur du Parlement national, les députés qui y sont constituent le collège électoral pour élire les 5 membres qu'on envoie à l'UIP, qu'on envoie au Parlement panafricain, qu'on envoie dans toutes les organisations interparlementaires. Donc, j'ai la légitimité populaire de parler au nom de tous les peuples africains parce que je connais ce qui se passe au Cameroun. Ma collègue qui vient du Mali va me parler de ce qui se passe au Mali et on fait la jonction entre la similitude des problèmes. On essaie de joindre les problèmes qui se ressemblent, qui sont les problèmes de tout le continent. La devise du Parlement panafricain, c'est une Afrique, une voix. L'objectif tant recherché depuis les pères fondateurs de l'Union, de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc le panafricanisme, ce mouvement dont tous les pères fondateurs sont morts aujourd'hui, et ils pensaient d'une seule Afrique. Ils n'avaient jamais pensé des États africains, au-delà des découpages de la conférence de Berlin. Donc on croyait que nous tous, nous sommes des fils d'un même périmètre, d'un même territoire qui s'appelle l'Afrique et qu'à l'intérieur, nous pouvons nous mouvoir d'un pays à un autre. Mais les barrières douanières ne nous permettent pas aujourd'hui de faire ce mouvement. C'est pour ça que lorsque l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, est arrivée, après 30 ans, 50 ans, déjà on a fêté le 50e anniversaire en 2013, on s'est rendu compte que l'Organisation de l'Unité africaine n'avait rempli qu'une seule fonction, celle de faire accéder les pays africains à l'indépendance. Maintenant, l'UA, dans notre challenge maintenant, c'est l'unité du continent. Mais cette unité, pourquoi je suis sceptique? Avec les éléments nouveaux que nous contenons, la situation nouvelle que nous connaissons aujourd'hui en Afrique, celle du terrorisme, ça ne permet pas à un homme politique de mon rang d'être optimiste. Parce qu'aujourd'hui, plus que par le passé, les barrières douanières sont en train de se renforcer. Chaque État essaie de tout faire pour circoncire, pour mettre son pays à l'abri du terrorisme. Et ça limite donc, par conséquent, le déplacement des personnes et des biens. Quant à la COP, pourquoi je suis pessimiste? J'ai suivi presque toutes les déclarations des chefs d'État africains, toutes les déclarations.
tous ont montré ce qu'ils ont fait pris individuellement. Si on fait donc la somme de tout cela, si vous avez résumé ça en un seul mot et tombé sur la conclusion, comme je viens de dire aujourd'hui, qu'il faut qu'aujourd'hui, qu'on ne quitte plus ici avec des promesses pris pays par pays. Il faut qu'on quitte avec une promesse pour le continent africain. Si on dit qu'on paye, parce que vous n'allez pas me dire que même s'il y a un pays qui est désertique alors que les autres sont du bassin du Congo, vous n'allez pas me dire que vous allez plus payer ceux qui ont les poumons d'oxygène parce qu'ils ont la forêt et moins ceux qui sont dans l'espace des îles. Moi, je veux que la solution qui soit trouvée ici soit une solution unique pour tout le continent africain. Si on réunit la somme des efforts du continent en matière de conservation de l'environnement, nous allons bien nous rendre compte qu'il n'y a pas de cela longtemps, on a arrêté l'utilisation des plastiques. Vous savez que c'était quand même un petit commerce florissant. C'est interdit maintenant les plastiques non biodégradables. Et on se rend bien compte que ces pays prennent la mesure de la chose. Mais ce que nous voulons, ce que nous attendons, et c'est que, par exemple, le montant que vous avancez, l'Afrique demain, ce sera 1 milliard d'habitants. Nous allons continuer comment? Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 800 millions de téléphones portables. Nous n'avons pas d'énergie. Moi, je suis député, ça fait 17 ans. Je m'éclaire dans mon village avec un groupe électrogène. Est-ce que vous pensez que c'est ce que l'Afrique de demain doit être fait? Non. Donc, je crois que nos pays ont pris des mesures graves en matière de conservation de l'environnement. Il faut en retour, et ça, ce n'est pas de le monde, c'est pour ça que nous disons que ceux qui polluent doivent nous payer les fonds de compte partout pour permettre donc à ces pays d'équilibrer même leur budget. Parce que même leurs budgets sont déséquilibrés aujourd'hui à cause de ces restrictions que ces pays ont fait. Donc pour moi, je crois que les pays africains ont trop fait et sont en train de faire mieux encore que ces pays qui polluent. Donc, je crois qu'en matière d'environnement, beaucoup d'efforts vont être faits ou ont déjà été faits et beaucoup reste à faire. Nous ne pouvons pas penser que le sommet de Paris, ce sera le point final de tous les problèmes, mais nous voulons qu'il faut déjà qu'on commence à poser des actes. Il faut déjà commencer à poser des actes, que les gens puissent noter les avancées positives en matière de protection de l'environnement, qu'on puisse quantifier ça sur le terrain et non de continuer avec toutes ces grandes conférences qui sont d'ailleurs pour moi très onéreuses et qui, dont si l'organisation peut permettre de résoudre un problème de santé dans un pays africain.